je me suis dit que c'était un croisement, ton livre, entre Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline et L'écume des jours. Mais voilà, c'est l'impression que ça m'a laissé. Vraiment, je traversais la lecture. C'est bon, quand on n'a pas hâte que ça finisse, c'est un bon signe. Alors voilà, donc c'était le cas. C'est touchant. Ça va? Oui. Oui. Merci pour ces compliments. Je suis touché et honoré d'être avec toi. On va se tutoyer, on ne s'est jamais rencontrés. Hein. Non, ça commence très bien. À vrai dire, le peuple arménien, c'est un peuple presque mien. Sincèrement, lorsque j'étais en Algérie déjà, je voyais le destin de ce peuple. De loin déjà, je frissonnais. Vraiment, c'est un peuple presque mien. Là, on est dans on va dire la forme, avant d'aller dans le fond. Et le résumé de mon livre, ça commence par Sol est né dans la feuille de l'histoire. Je crois, tous les deux, nous sommes nés dans la feuille de l'histoire, quelque part. Et le titre de votre livre, ton livre, je vais la tutoyer, un pan entre nos vérités. Je dirais qu'il y a plusieurs pans. Le pan entre la fille et la mère, entre les ancêtres et la progéniture, le pan entre l'Arménie et le Québec en passant par l'Égypte, le pan entre des langues, l'arménien, l'arabe, le français, l'anglais, le québécois, le pan entre, je dirais, la petite histoire et la grande histoire. Et d'ailleurs, lorsque on voulait faire la causerie, donc Daniel nous a proposé un concept. Il m'a dit, Karim, je vais contacter les éditions Druide pour inviter un auteur ou une autrice de la maison. Je lui ai dit, ça va être du travail pour la personne qui va me lire, parce que c'est un pavé de 534 pages. Mais lorsque Karine m'a donné ton livre, j'ai vu l'épaisseur du livre lors du lancement, je crois que c'était le 21 décembre dernier, et j'ai vu l'épaisseur du livre, j'ai dit, voilà, ah là là, c'est moi qui vais souffrir. En fin de compte, moi je l'ai qualifié, c'est un oxymore, hein, c'est un pavé léger. C'est-à-dire, normalement, pavé lourd, mais c'est léger, c'est-à-dire le style est léger. Quand je dis au sens positif du terme, c'est-à-dire aéré, d'une écriture efficace, ça se lit facilement, vraiment. Et j'aimerais saluer, d'ailleurs même la forme, je dirais, c'est marqué à la 4e de couverture, à 4 mains, moi je dirais à 2 voix. Et écrire un livre à 2 voix, c'est pas évident. C'est-à-dire, c'est quelque part 2 livres dans un seul. Et en même temps, pour maîtriser donc, cette façon d'écrire à 2 voix, c'est pas évident, parce que il faut que les 2 voix soient différentes. Parce qu'il y a 2 psychologies, de personnes, de narrateurs, narratrices. Donc vraiment, je commence par on va dire la forme, après on va aller vers le fond. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. À toi aussi, Karim. Effectivement, ce fut tout un labeur de vraiment différencier et on est dans la musique. Puis ton livre aussi, bien sûr, c'est un morceau de musique en soi. Puis j'ai tenté de faire, en fait, je l'ai appelé 4 mains parce que la mère et la fille sont musiciennes toutes les deux, sont pianistes un peu toutes les deux. Donc je pensais à un morceau à 4 mains, mais effectivement ça peut être 2 voix aussi. Et ce qui m'a, pour revenir à ton livre, je ne te connaissais pas avant de lire. Et donc j'ai demandé à la maison d'édition de m'envoyer des choses à ton sujet. Et je me rappelle plus si c'est dans un texte écrit ou dans une entrevue où tu dis « Je veux être comme une caméra qui raconte ou qui décrit ce qu'il voit. » Et j'avoue que
j'ai trouvé ça à la fois hardi, parce que, et très réussi, dans le sens que comment peut-on, et c'est la première fois, je lis beaucoup, puis j'ai jamais vu réussir un tel pari, d'être à la fois... alors je vais t'envoyer un grand morceau, là. Je pense à Guernica de Picasso. Et je me dis, à moins d'être dans la peinture ou dans le cinéma, arriver à transmettre le ça d'un pays plein de trous, comme tu dis, en maîtrisant l'émotion, chapeau, vraiment. J'ai jamais lu cette forme-là. Et j'imagine que ça a été... mais là, je me suis dit, je vais lire ses autres livres. Parce que j'imagine que ça va être complètement autre chose. Oui, à chaque fois, j'essaie l'esthétique, pour moi, doit épouser le fond. La forme et la fond. Et le fond doivent on va dire, se suivre. Ça, c'est important. Cette caméra, c'est voulu de ma part, parce que je ne voulais pas écrire un roman à thèse, parce que autant qu'on va dire dépossédé, entre guillemets, aussi bien individuellement que collectivement, j'aurais pu écrire un roman à thèse, c'est facile. Je crée un personnage, un enfant qui est contre la guerre. Il y a des gens qui l'ont fait très très bien d'ailleurs. Par exemple, un enfant soldat, il va écrire un livre, un écrivain va écrire sur l'enfant soldat. Donc, l'enfant soldat est victime on va dire, des adultes, mais va dénoncer le monde des adultes. Moi, j'ai essayé de faire de mon personnage, on va dire, cette caméra. Mais en même temps, on va dire, c'est une ligne fragile. C'est un équilibre fragile entre je dirais, les idées, les concepts, le mal et le bien, mais en même temps, l'esthétique. C'est très important, parce que c'est un roman, c'est une fiction. Mais en même temps, le lecteur ou la lectrice qui va me lire va pas voir qu'en quoi je suis voilà, pour la guerre. D'ailleurs, dans ce roman, j'ai essayé d'éviter les idéologies. Par exemple, tu as dû le remarquer, au lieu de dire collant, il a dit voilà, le tarvenu. D'ailleurs, c'est un concept de Nietzsche qui a utilisé cette expression, les tarvenus. Mais moi, je l'ai utilisé pour autre chose. Pour les autochtones, c'est facile également d'utiliser le autochtone, mais là, c'est les déjà là. Donc, voilà, donc, tu l'as bien remarqué, merci. Ah oui, bien sûr, oui. Et on va revenir à ton livre. Moi, lorsque j'ai terminé la lecture de ce livre, qui m'a bouleversé, je dirais qu'il y a 4 mots. D'ailleurs, j'ai envoyé un petit message à ton amie Anne-Marie pour lui dire, ouais, c'est ça. Je lui ai envoyé c'est l'éditrice chez Druide, et je lui ai dit il y a 4 mots, voilà, qui me sont venus à l'esprit. Donc il y a on va dire, la dépossession, le premier mot. Le deuxième, c'est la résilience, aussi bien des personnages que donc des narratrices, les 2 narratrices, et du peuple, ou des peuples, parce qu'il y a plusieurs peuples. Il y a l'arménien, il y a l'égyptien, il y a le québécois, etc. Le troisième mot, c'est l'altruisme, parce que les personnages veulent aider les autres. Donc il y a Marie-Louise qui est allée dans le nord pour soigner les Inuits, à un moment donné, a quitté la grande ville pour aller à un village pour soigner les gens de là-bas, le seul médecin. Et est allé également au Brésil pour soigner je crois que c'est une quête identitaire également, c'est la recherche parce qu'on ne peut pas vivre sans racines. L'exil, quelque part, c'est un déracinement.
Et imaginez une plante, on va dire. Chez moi, il y a des oliviers. Imaginez un olivier suspendu dans les airs. Il va mourir. Donc on a besoin d'ancrage, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, il y a un proverbe chez nous qui dit si tu veux bien élever un enfant, tu lui donnes des racines et des ailes. Donc quelque part, nous, on est déracinés, on cherche des racines ici. Mais en même temps, on a besoin d'elles. Grâce à la langue française, grâce au voyage, grâce au savoir. Et pour revenir à ce que je disais, parce que j'ouvre beaucoup de parenthèses, donc le 4e mot, je dirais, c'est l'espoir. L'espoir de ces personnages qui se cherchent, c'est des personnages qui ont un vécu, qui ont, on va dire, croisé les génocides, la souffrance, des blessures, des exils, etc. Mais en même temps, il y a l'espoir. Parce que il y a une image qui me revient, je crois, il y a dans mon roman, la Luciole, ou dans un autre texte, là je commence à me mélanger mes livres, il y a la Luciole, lorsque moi-même je l'ai vue, lorsque j'étais enfant, j'ai découvert cet insecte, je l'ai mis dans un pot, j'étais émerveillé par la Luciole. J'avais à peu près 5 ans, 6 ans, et je l'ai mise dans un pot, j'ai dormi avec, le lendemain je me lève, j'ai ouvert le pot, et j'ai trouvé l'insecte mort. J'étais déçu. Et donc j'ai oublié l'image, j'étais déçu par l'insecte. Hein. Et puisque tu parlais de mes autres textes, à un moment donné, j'écris des chroniques un peu graves, très sérieuses, entre guillemets. Et mon éditeur français m'a demandé d'en faire un épilogue. Donc, toutes les chroniques étaient graves. Je me suis dit, il faut que je termine quand même par une note positive. Donc cette Luciole est revenue, et j'ai dit de mémoire, hein, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, il y aura toujours une Luciole pour nous montrer le chemin à suivre. Donc voilà, les 4 mots, donc, pour résumer, c'est la dépossession, la résilience, l'altruisme et l'espoir que j'ai trouvé dans ton livre. Merci, c'est super. Et là, tu me mènes à une autre réflexion, finalement. Je te regarde, et tu pourrais être autochtone québécois, tu pourrais être espagnol, et moi aussi, je suis blanche. Je lisais ce matin dans la presse un commentaire d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui a fait le film Chien blanc, et qui se questionne sur le droit des Blancs de défendre les personnes noires. De quel droit, en fait, et je me suis dit, ce soir, j'aimerais ça en parler aussi. C'est un pont que l'espèce d'ambiguïté, ambivalence que je porte, que tu portes, qui est, nous sommes blancs, mais nous ne sommes pas d'ici. Alors, nous sommes des ponts aussi, et nous sommes drôlement bien placés pour dénoncer ou parler de racisme, ou ne pas en parler. Alors, je me suis dit, je me lance dans ce sujet-là, et effectivement, je le trouve dans ton livre, bien sûr, mais je crois que dans le mien aussi, il y a cette notion aussi de pourquoi, d'ailleurs, Marie-Louise a décidé de partir. En fait, elle décide de partir par crainte de ce que Sol vit. Elle fait de l'angoisse d'anticipation, qu'on va dire, mais peut-être ça ne devient pas si terrible que ça, de là où elle était. Ou peut-être que oui, mais c'est un petit peu comme si on est à la suite l'un de l'autre, parce qu'elle quitte avant le désastre, mais elle anticipe le désastre, parce qu'elle porte en elle cette histoire du génocide aussi. Donc,
Donc il y a toute la notion de la transmission intergénérationnelle de la peur, en fait, du désastre, et du racisme, et de la discrimination, et de l'exclusion, qui est très portée par Marie-Louise tout le long. Et son désir d'aider, c'est de là qui vient aussi, là. Alors, voilà. Mais je me demandais si je te lançais cette idée de pont de personnes qui pourraient passer pour non racisées. Qu'est-ce que tu en dirais, cette position privilégiée, dans le fond, que nous avons? Je ne sais pas si je suis privilégié, mais d'ailleurs, la question de couleur. Est-ce que je suis blanc? Je ne sais pas. J'aimerais raconter quelque chose à Radio-Canada. Une fois, on m'a invité, on a fait un documentaire sur l'Algérie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu, Mon Algérie, la vôtre. Moi, j'ai vécu la censure en Algérie. Des agents de l'État étaient derrière moi, etc. Et j'arrive à Radio-Canada, on commence à me parler, il y a un petit reportage juste avant, sur le petit Maghreb, la table fleurie, il y a une boulangerie, et la journaliste, je ne vais pas citer son nom, a dit que le désert, chez vous, les chameaux, tout ça, alors que moi je viens de la Kabylie profonde, il neige l'hiver, et on n'a pas de chameaux, et on n'a pas de désert. Donc vraiment, c'est le côté exotique. Hein, c'est ça. Récemment, d'ailleurs, j'ai participé à une émission pour parler de l'avenir de la culture à Montréal. Donc, je viens de la diversité. Mais le problème, c'est que parfois, ce que j'ai dit à l'émission, parfois, les spectacles me proposent, c'est-à-dire s'il y a beaucoup d'exotisme. C'est-à-dire, c'est comme généralement la fille va être belle, alors que la fille pense, donc, comme l'homme. Donc, pourquoi juste, quand on va faire un compliment à la fille, on va lui dire juste t'es belle, mais pourquoi ne pas lui dire t'es intelligente comme on le dirait à un homme? C'est comme quelqu'un qui vient d'ailleurs, hein, c'est exotique, des cheveux bouclés, etc. Il faut sortir entre guillemets, de l'orientalisme. Là, c'est-à-dire, est-ce que je suis privilégié? Est-ce que on va créer des ponts pour défendre les autres? En fait, c'est que, il me semble, peut-être tu l'as vécu différemment, dans un groupe, on ne dirait pas de toi une minorité visible, et ni de moi non plus. Peut-être quand on ouvre la bouche, oui, par l'accent, mais pas le look. Alors, c'est un sujet très très intéressant parce que... Non, c'est juste ça. En lisant les commentaires de la presse ce matin, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans être une minorité visible qui est lourd à porter et dont j'ai eu, comme tu racontes l'histoire à la télévision, puis moi aussi, quand je suis arrivée ici, on me demandait si ça circulait à Chameau, au Caire. Mais c'est quand même rien en comparaison. Ça ne reste pas là parce qu'on est visiblement pas d'ici, tu vois. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire, pas privilégié. C'est plus facile. Donc on peut avoir ce micro en dose plus qu'homéopathique, mais quand même plus léger, la notion de l'exclusion et de l'ethnicité du racisme qui nous atteignent, bien sûr. Oui, certainement. Moi, je suis allé en Haïti, comme toi, par exemple, tu es allé au Brésil. Moi, Haïti, c'est un peuple qui m'a marqué. Les Haïtiens, comment ils vivent, leur sens de l'art, leur façon de voir le monde. Moi, j'étais fasciné, on m'invite, j'avais mes livres, et j'ai vu des étudiants qui n'avaient pas grand-chose. Ils voulaient payer pour... Moi, je voulais leur donner les livres parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Ils voulaient payer. Ils s'achetaient des livres à 2, à 3, etc. Donc j'étais fasciné par ce peuple. Donc, moi, je dirais que je suis, en tant que Kabyle, berbère, et maintenant québécois, je suis doublement piégé par l'histoire. Aux yeux de l'oriental, je suis un occidental, parce que je suis laïque et ouvert sur le monde. Aux yeux de l'occidental, je suis un oriental, alors que je suis méditerranéen ou africain. Donc c'est une question identitaire
C'est d'ailleurs qui traverse deux livres. Hein. Il y a Amin Maalouf, vous connaissez le livre, Les identités meurtrières. Mais je crois, j'aime beaucoup Amin Maalouf, je crois qu'il a oublié de parler des identités meurtrières, comme l'identité arménienne, l'identité des autochtones ici, enfin plein d'identités meurtrières dans le monde. Je crois, c'est pour ça la caméra, l'idée de caméra de mon personnage, parce que dans mon personnage, elle est parvenue, il est déjà là. Il y a, entre guillemets, les importés, on va dire les pieds noirs, ou pour parler de l'Algérie un petit peu, ou les juifs, etc. Donc, peut-être même les juifs étaient là depuis longtemps, donc on va dire les pieds noirs. Comment, par exemple, le cas de Camus. Le cas de Camus, moi j'ai d'ailleurs moi je souffre du syndrome camusien. Pourquoi? Parce que, qui suis-je? Et Camus, il était algérien, il est né en Algérie, il n'a pas choisi de naître en Algérie, donc ses parents sont partis en Algérie. Voilà, il est né en Algérie. À un moment donné, on lui demande de choisir. Soit il doit se mettre du côté des Algériens, soit du côté des Français. Alors, d'ailleurs, la chance, je dirais entre guillemets, il a de la chance de mourir avant l'indépendance. Parce que comment Camus aurait vécu après 62? On va dire le parisianisme ne l'aime pas, et les Algériens l'auraient chassé peut-être, je ne sais pas. Donc enfin une partie des Algériens l'auraient chassé. Donc je souffre peut-être de tout ça. Et moi je dirais, pour revenir au racisme, c'est une bêtise. Le monde est vaste, ces gens-là ont un cœur étroit. Je crois même que c'est un proverbe de chez toi, je crois, arménien. Je veux dire, si on a un cœur étroit, je crois que c'est un proverbe arménien, si on a un cœur étroit, pourquoi avoir un cœur étroit si le monde est vaste? Ouais. Oui, et c'est drôle parce que j'ai été en Haïti aussi plusieurs fois. Oui. Puis je suis fascinée par ce pays et par tout ce qu'il traverse, par la résilience aussi de ces... J'ai été après le tremblement de terre, entre autres, là. Puis j'ai vu, bon, mais là, on va faire un peu de coq à l'âne, là. J'ai vu des accouchements. J'ai été là comme accoucheur, puis j'ai des accouchements incroyables faits par des sages-femmes dans des conditions épouvantables et qui étaient réussis juste par leur force vitale. Là. Et pour revenir à la bêtise du racisme, comme tu dis, en fait, la bêtise est encore dommage pour celui qui l'a. Dans mon métier, je croise tellement de cultures différentes et c'est tellement passionnant d'être curieux par rapport de qu'est-ce que je peux apprendre de l'autre. Alors, le racisme, c'est dommage pour celui qui l'est, parce que en fait, il perd toutes ses histoires. Et pour quelqu'un, le moindrement qui aime écouter une histoire, c'est tellement c'est comme être devant un gâteau puis dire non, moi j'y touche pas. Alors, tu vois, mais quand même, quand tu parles de recherche identitaire, curieusement, je pourrais te dire que je crois pas avoir réglé cette équation. Je l'ai déjà dit, je me sens 100% québécoise, 100% arménienne, 100% égyptienne, et la somme ne fait pas ce que je suis. Puis je crois pas que je vais régler la question de l'identité. Je vais la chercher toujours parce qu'elle est fondamentale et très intéressante. Mais ça m'amène à la question de la langue. Donc, la langue qui m'a formée aussi, et, j'ai cette partie qui est vraie, qui est authentique dans le livre, qui est que je suis née au Caire de parents arméniens et on m'a envoyée dans les écoles françaises, qui est
l'école des colonisateurs, hein, un peu partout. Là. Et c'est ça qui fait que je n'ai pas appris à écrire ou lire l'arménien. Je le parle parce que ma grand-mère me le parlait et je le comprends, mais je suis analphabète de l'arménien. Et au début de l'été passé, j'ai décidé de casser ça, donc je prends des cours, j'apprends, et c'est terrible. C'est intéressant. C'est une torture. Je fais un lien avec 3 citations dans ton livre qui m'ont vraiment marqué. Enfin, 3, on va dire 3 images. C'est les nénuphars et ses racines. Ah oui. Parce que vous connaissez le nénuphar. Les racines, généralement, une racine, 2 ou 3. Il essaie de s'accrocher au fond. Donc, cette image m'a frappé beaucoup. Donc, ça me parle, tant que Kabyle, dépossédé de ma culture. Et une autre image, c'est cette pierre. On voit la partie qu'on voit, mais il y a la partie immergée, ce qu'on ne voit pas. Donc, il y a les racines. Et une autre image, c'est le marin. Quand il est en mer, il a la nostalgie de la terre. Quand il est sur la terre, en terre, la mer lui manque. Donc voilà, je reviens, c'est-à-dire déracinement. Déracinement est toujours là. Les racines. Parce qu'on ne peut pas vivre, comme un oiseau. Même un oiseau, j'ai écrit une chronique une fois, je parlais de ça. Prenez par exemple une colombe. On va lui couper les ailes, elle ne va pas voler, vous êtes d'accord? Elle va juste marcher. Mais, et si on essaie de lui couper les pattes? Elle ne va même pas voler parce qu'elle a besoin d'atterrissage. Et même, je crois, dans mon roman, La musique d'Erguel du Monde, à un moment donné, mon narrateur parlait il compare les gens, parce que dans le roman, à un moment donné, les Tarvenus ont trouvé un peuple qui n'avait pas d'identité. Enfin, ils avaient une identité, mais n'avaient pas de papier d'identité. Donc il fallait qu'on leur donne des papiers, des noms, etc. Et donc lui, avec son regard, une caméra, parce que mon personnage n'a pas fait l'école publique, a fait l'école du maquis. Donc il a fréquenté les adultes, donc il a dû inventer un langage. Et par exemple, il ne va pas traiter les gens qui n'ont pas de culture, de ne pas être cultivés. Il va les traiter, par exemple, pour ceux qui ont le jardin de la tête pas cultivé. Donc il y a de l'humour toujours. Et c'est peut-être la luciole dont tu parlais tantôt. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est les petits moments de lumière, de petite beauté. Il y a un passage, je ne sais pas si je le lirai, celui-là, où Mi danse. Et quand elle lance ses jambes, c'est merveilleux. Alors c'est plein de petits... Et finalement, c'est à se demander si c'est pas ça, dans le fond, qu'on devrait tout le temps chercher. Peu importe. L'enfant en nous. La grandeur en nous. Et où qu'on soit, tu sais, dans un pays plein de trous, ou ici, ici c'est du gâteau tout le temps, mais il y a du chaos aussi, là, puis il s'agit d'en s'en éloigner, puis de tout simplement... D'ailleurs, la plus grande maladie on va dire, du monde occidental, c'est la solitude. D'ailleurs, le problème chez nous, on va dire, quand je dis chez nous, même ici, c'est chez moi, en Kabylie par exemple, c'est le problème comment se retrouver seul. Quand j'arrivais chez moi avec un livre, j'essaie de lire ou d'écrire, les gens du village me disent « Mais gars, t'es fou, t'es en train de lire, viens faire la fête avec nous, viens jouer au domino, etc. » Mais ici, le problème, les gens souffrent de solitude. Et ça m'attriste, beaucoup. Et les gens qui viennent d'ailleurs, et ça je peux le dire de par mon métier, en souffrent terriblement. Terriblement. Daniel mentionnait les maisons bleues, en fait il y en a 5. Je lance l'idée comme ça, puis on va faire des recherches là-dessus. On a un très haut taux d'autisme chez les enfants que nous voyons. Et quand je pose la question,
La réponse spontanée qui me vient de gens qui viennent d'Afrique, par exemple, de mamans qui sont nées au Nigeria ou ailleurs, c'est, je ne suis pas surprise. Chez moi, tout le monde, on est tout le temps ensemble. Ici, on est tout seul tout le temps. C'est difficile de faire l'équation autisme-solitude, mais il y a certainement une souffrance des familles qui viennent d'ailleurs et qui ont connu les villages dont tu parles et qui se retrouvent ici. Encore que je mettrai une nuance là, entre la campagne et la ville. Parce que en campagne, puis bon, je l'ai appelé Saint-Loup, mais c'est vraiment, nous avons gardé notre maison en campagne, c'est à Saint-Ours. Il n'y a pas de solitude. Les voisins viennent encore prendre, sans s'annoncer, frappent à la porte, viennent prendre un verre le soir. C'est pas pareil, c'est la ville. C'est Montréal qui est... oui, les grandes villes, curieusement, là, où on est cassés l'un sur l'autre, mais la solitude est immense dans les grandes villes et pas tellement dans les campagnes. Dans le métro, par exemple, on a des gens collés les unes aux autres, contre les autres. On ne se connaît pas. Mais on ne se connaît pas, on est chacun dans son monde. Oui. Donc, ouais, c'est vrai, c'est le contraste. Ah oui, déjà, on n'a pas vu le temps passer. Pour revenir, il y a un concept qui est... tout à l'heure, tu l'as soulevé sur la transmission, on va dire, de la douleur dans la mémoire. Je ne sais pas si tu connais la psychogénéalogie. Enfin, c'est ça. Donc, j'ai retrouvé ce concept dans ton livre. C'est-à-dire comment briser la chaîne avec des rituels, avec je ne sais pas quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant, on a à peu près, on va dire, presque le même parcours, même si toi, tu es médecin, moi je suis à la base ingénieur, j'ai troqué définitivement les chiffres contre des lettres, parce que j'ai essayé à un moment donné, à chaque fois, c'était l'ingénieur qui gagnait. Une fois, à la bataille finale, sur le ring, je voyais le poète d'un côté, l'ingénieur de l'autre, et le poète, mon poète, a terrassé l'ingénieur. Mais toi, je ne sais pas si tu travailles toujours comme médecin, non? Oui. Toujours, donc. Oui. C'est bien. Et on l'a vu dans ton livre avec tes personnages, des ancêtres, même le moulin. Ah oui. On va dire, le moulin est toujours là. Et ce qui est intéressant, il y a le patriarche. Ah oui, le vieux qui le vieux. Oui. Est-ce qu'il s'appelle Mesrop, toujours pas vrai, non. L'aïeul, non. Mais je trouve l'appellation Mesrop, c'est fascinant, je suis fasciné. J'ai jamais vu son visage. C'est intéressant, ça revient. C'est une figure là, qui est décédée, mais on le voit partout dans ton roman. En fait, c'était le timonier, celui qui a conduit ce bateau, qui a sorti sa famille, en fait, là, depuis... Mais la chute, ton roman, j'ai beaucoup aimé la chute. Je ne sais pas ce que je vais la raconter ici, c'est parce que j'ai beaucoup aimé la fin. C'est-à-dire, on a beau enterrer cette mémoire arménienne partout, donc on va dire en Arménie, en Turquie, en Syrie, au Liban, un peu partout, mais cette mémoire est toujours là, les artefacts, les souvenirs, les croix, les pierres. À un moment donné, il y a eu, je ne sais pas ce que je peux raconter ça, oui, bien sûr. Il y a eu une inondation, donc il y a un moulin, une propriété, on va dire, des ancêtres des personnages, transmis d'une génération à une autre. Mais il y a une affaire de justice. Il y avait des magouilles autour qui sont fréquentes pour vrai. Fréquentes, exactement. Oui, même l'Algérie, c'est la même chose. L'Algérie, oui, il y a des parallèles à faire intéressants avec l'Algérie. À un moment donné, Dame Nature vient, il y a eu l'inondation, et l'inondation a dévoilé le sous-sol du moulin. Et ils ont découvert dans toute la mémoire, on va dire de l'Arménie quasiment, dans le sous-sol, dans quelque part, c'est ça, c'est pour ça que j'ai utilisé l'expression d'espoir. C'est-à-dire, on a beau enterrer les graines, voilà, à un moment donné, si elles sont têtues, ils vont germer. Donc, voilà. Mais c'est un peu comme la fin de ton livre aussi, là, où ils prennent les bateaux.
Exactement, c'est ça. Lorsqu'elle s'est réveillée, la grosse Rainette m'a demandé d'aller chercher son violon et elle nous a joué une musique lente, comme un ruisseau bloqué par des algues et des morceaux de bois. Et Mi l'a accompagnée d'une danse tristounette. Et, à la fin, la grosse Rainette a expliqué que c'était une chanson d'adieu que son peuple chante avant chaque départ. Car sa race a l'expérience du voyage forcé, vu qu'elle est tout le temps chassée par des jaloux, des cinglés, des guerres, de la famine, des déluges, et tout. Car sa race a l'errance collée au talon, depuis que le singe est descendu de l'homme, et ses ancêtres partaient toujours, n'importe comment, à pied, à dos d'âne, en bateau, en train, en avion. Et je lui ai dit que lorsqu'on part, ce n'est pas la fin des choses, il y a quand même l'arrivée, car l'être humain est comme l'oiseau voyageur, il finit toujours par atterrir, car il ne peut pas rester toute sa vie dans le ciel. Elle m'a dit que les oiseaux, contrairement à nous, n'ont pas de passeport, un visage, une couleur de peau, des clôtures, des murs, des calaches. Ils partent où ils veulent et reviennent quand ils le souhaitent, car les oiseaux ne connaissent pas les frontières, les signatures, les empreintes et les contrôles de police, car tous les arbres du monde et de l'univers sont leurs aéroports. Et je lui ai dit qu'elle avait raison, mais quand même un peu tort, car on peut comparer aussi les humains au saumon. Comme mon papy me l'avait dit un jour, ces poissons voyagent beaucoup et partent loin, mais quand ils deviennent vieux, c'est toujours vers leur lieu de naissance qu'ils reviennent. Dingue. La grosse Rainette m'a répondu que ces poissons ne reviennent pas pour continuer à vivre, mais pour finir leur jour. Et après un soupir, elle m'a avoué que la discussion lui faisait mal à la tripe, et je lui ai proposé de l'arrêter net. Et elle nous a demandé, à Mi et à moi, de l'aider à préparer ses valises, ses cartons, ses sacs, ses gabas, ses cagettes, car elle et son barbichu voulaient partir avec beaucoup de choses de la ferme. Pas tout, car comme l'avait dit le chef des moustachus résistants, il y avait des affaires interdites à prendre, des morceaux de notre pays blessé et plein de trous, notre terre, nos roches, notre soleil et notre mer. Il y avait aussi des choses impossibles à transporter, comme les orangers, les oiseaux, la maison de la ferme, les rires, les souvenirs, et tout. Dingue. Ah, c'était un extrait vers la fin de la page 466-467 de la musique déréglée du monde. Et vers la fin aussi, il y a ce poème qu'on avait déjà publié dans la revue Entre vous, et c'est une version légèrement différente. On l'avait indiqué comme un extrait du livre Apparaître. Et là, Karim va nous lire maintenant. Parce que je vais expliquer un petit peu. Les ateliers dont seul mon personnage va apprendre à écrire la poésie. Ça commence tout doucement, et à la fin, la chute finale, c'est ce texte-là. Oui. Résultat d'un travail acharné avec le papier. Donc, et d'ailleurs, tu sais ce qui m'amuse beaucoup, c'est que plusieurs fois, il dit que c'est des collages de mots qui viennent du dictionnaire dictionnaire intime de la résistance. Intime de la résistance de son papy. Et c'est des poèmes sans ton, et c'est ce qu'on fait souvent, nous, dans nos ateliers, des poèmes sans ton. Et tout à l'heure, en discutant, je crois, avec notre ami qui est assis à côté d'Evelyne, tu peux me rappeler ton prénom? Voilà, ouais. Donc il aimerait m'inviter pour donner des ateliers. Et je lui ai dit, quelque part, ce livre-là, le déclic, c'est lors d'un atelier que je l'ai vécu. C'est un Syrien qui venait de Syrie, qui a fui la guerre. Et je l'ai vu, je me suis dit, c'est lui peut-être mon personnage de roman. Donc c'est la transposition poétique du réel, le roman. Hein. Donc on prend peut-être un personnage qui est là, peut-être on va le transposer poétiquement. Il y a ce déclic-là, il y a un autre déclic. La première scène, j'oublierai jamais la leçon de Garcia Marquez qui dit qu'il ne faut jamais partir d'un concept, il faut partir d'une image. Et j'ai vu une photographe française a pris un cliché d'un Kurde fuyant la guerre. Il a à peu près 55 ans ou 60 ans. Il porte à califourchon sa mère, en fuyant. Et lorsque vous allez lire mon roman, la première phrase, « On marchait tranquille, mon papy et moi, derrière notre âne
chargé de sacs et de valises, le papier donc, porte à califourchon le sol. Donc, ce que j'ai vu, je l'ai transposé poétiquement. Donc, ça devient le papier. Dans mon roman, c'est l'homme à la cinquantaine, kurde, et l'enfant, donc la mère du monsieur, c'est l'enfant dans mon roman. Je lis. Ma langue n'est pas une pièce de monnaie. Ma langue n'est pas une pièce de monnaie, ni une carte postale. Je l'ai tétée au sein d'une montagne et d'une mère qui frappait des dessins sur des poteries et des tambours. Ma langue n'est pas un revolver. Elle est une brise qui fait trembler les épis et pleurer les oranges. Je la chanterai avec une guitare. Je la danserai avec les griots. Je la fredonnerai sous les arbres. Je la clouerai au bec des oiseaux. Ma langue berce les abeilles. Elle est un chant qui coule, un fleuve qui dort, une hirondelle qui rit. Elle m'a appris à dire non aux hommes qui louchent, qui écrivent en zigzag les fausses légendes sur la peau des panthères. Elle m'a appris à dire non dans une flûte de berger, dans les plaies et les corvées, entre les faux et les poupées, sur l'olive et la figue. Elle m'a appris à dire non aux treillis, aux fusils, aux ordres, aux courbettes. Ma langue est possédée, elle tombe en rosée sur la nuque des princesses. Je te l'offre, ma langue, dépose-la sur la soie, habille-la de satin, grippe Sicile, coiffe-la de bijoux, arrose-la de fragrance. Je te l'offre, ma langue, mets-la dans ton cœur, porte-la à tes oreilles. Elle est à toi, elle est à tous, aux arbres, aux oiseaux, aux poissons, aux têtards, aux lézards. Alors, c'était les extraits de Karim. J'en ai d'autres plus courts pour alimenter la discussion après. Maintenant, les extraits du livre de Vania. Est-ce que vous voulez que je les lise ou je les lis, moi? Vous en avez un à lire? Oui, j'en ai quelques-uns. Moi aussi. OK. Allez-y. Alors, ben, c'est pour situer parce que c'est à deux voix, comme disait Karim tantôt. Donc, ça, c'est la fille qui parle. Elle dit « Je montrais le casse-tête morceau par morceau. » Elle a trouvé des textes dans le fameux garde-robe de sa mère. « J'ai besoin de mettre ces archives en ordre. J'ai besoin de cette histoire pour émerger de ma tristesse. Je vais d'abord te rassembler. La toi d'ici, en un seul morceau. Je le montrerai ensuite aux autres. Plus tard, je remonterai le temps plus lointain. Peut-être. Peut-être qu'un jour, je composerai toute ton histoire, morcelée sur 3 continents. Je ne suis pas prête tout de suite. D'abord, ton temps zéro, ici. » J'ai trouvé ça très intéressant. Le temps zéro, c'est comme avant notre ère, après notre ère, le moment où vous arrivez. Parce que pour Clara, pour la fille, sa mère n'existe pas avant qu'elle soit là. C'est vrai. Elle dit « Ton enfance en Égypte était trop loin de moi. Elle ne pouvait être moi. Je voulais que le temps commence ici. Je ne voulais que ce qui était d'ici, en rapport avec nous, en rapport avec moi, ta fille. » Marie-Louise, elle, à un moment donné, elle dit, comme si elle existait, cette vérité, comme si je ne savais pas qu'une histoire n'est qu'un pont entre des vérités. Parce que le titre du livre est intégré quelque part dans le récit. Alors, elle raconte donc l'arrivée. Non, en fait, elle ne raconte pas, elle trouve des notes de sa mère qui racontent sa propre arrivée. Qui raconte que quand elle a débarqué, la famille extrêmement bienveillante qui l'a accueillie a trouvé la chose la plus intéressante à faire, c'est d'aller faire une virée au Steinberg. Et elle écrit « Il y a pire que la virée au Steinberg comme facteur de dépaysement.
Il y a la conséquence d'avoir choisi le Canada comme lieu d'immigration sans en connaître la réalité francophone. Lorsque j'ai demandé à l'ambassade du Caire où étudier la médecine à Montréal, on a nommé l'université anglophone de la province qui offre ce programme. J'ai conclu que j'étudierais en anglais. Cette quatrième langue pour moi. Pas de choix. Je dois vous dire, c'est arrivé pour vrai. Comme ça. Mon anxiété, couplée à mon ignorance du fait français de mon pays d'accueil, m'a assourdi, rendu imperméable à l'accent québécois. Parfois, lorsqu'avec mon anglais précaire, je me présente comme arménienne d'Égypte, on questionne, ingénue. Arménienne, c'est arabe, non? Chaque fois, je reçois la question comme une petite agression. Alors plus tard, elle raconte sa vie d'ici. Je vois en clinique une patiente d'origine soudanaise née en Égypte, une immigrante comme moi. Passant par la France avant d'aboutir ici, elle a fui l'Égypte pour protéger sa fille Yette de l'excision. Elle est jolie, peau noire. Je n'aurais pu la distinguer d'autres femmes que je soigne. Sans amertume, comme si ça allait de soi, vu son origine soudanaise, elle me dit avoir subi de la discrimination en Égypte. Durant la visite, je me souviens d'un terme arabe utilisé au Caire pour désigner les personnes de peau sombre. Barbarie. Comme si le mot existait dans la langue de Molière. On allait jusqu'à le conjuguer au pluriel, les barbarins. Ma patiente me montre ensuite le dossier d'hospitalisation de sa fille en France. Elle a souffert d'un état léthargique comateux. Pourquoi elle a eu ça, demande-t-elle. Je ne sais pas. Serait-ce le prix que certains enfants paient pour le rêve de liberté de leurs parents? Et l'inverse, celui que les parents payent pour le rêve de leur enfant? La question me provoque un serrement de gorge. Alors là, c'est Clara, la fille, qui raconte. J'avais 10 ans. Plusieurs des écoliers de ma classe étaient issus de parents étrangers, nés au Moyen-Orient, au Vietnam, en Afrique. Pour souligner cette composition variée, la maîtresse avait d'abord demandé « Qui ici vient d'un autre pays ?» Elle voulait dire d'un pays autre que le Québec. Elle avait ajouté « Qui ici est québécois de souche ?» Je venais de Saint-Loup, c'est Clara, arrivée à Montréal 3 ans plus tôt. J'avais naturellement levé la main. Assise au pupitre à côté de moi, mon amie juive marocaine avait lancé « Hé, et ta mère arménienne, qu'est-ce que tu en fais ?» J'avais oublié. Je peux essayer de lire. J'avais 2 extraits un peu plus longs que j'avais identifiés. Oui. Alors, est-ce que vous les avez ou vous les... Oui, je les ai. Oui, oui. Alors, c'est encore Clara qui écrit et qui parle à sa maman, en fait. C'est correct, je peux le laisser là, j'en ai pas besoin. C'est bon, merci. Tu es partie du Caire à la fin de l'adolescence, malgré ta meilleure amie, malgré tes amis de l'université, malgré tes parents, malgré les odeurs, malgré les sons. Tu n'as pas croupi dans un rafio de fortune comme les boat people des années 80. Tu n'as pas traversé l'Atlantique entassé dans le fond d'un immonde conteneur comme aujourd'hui les migrants désespérés de la Méditerranée. Tu es parti en avion, confortablement. Ciel, maman, pourquoi? Malgré tous les Skype et FaceTime, je ne veux pas imaginer ce que serait partir d'ici, être loin de mes frères, loin des maisons que je connais, quitter tout ce qui est familier, le même coiffeur, le même dentiste, le même inspecteur en bâtiment chaque fois que l'un de nous achète une maison. Toutes ces petites racines à arracher. Tu as atterri dans un Québec qui traversait sa révolution tranquille. Son électricité était déjà nationalisée. Un Québec qui est déchiré présentement par des débats au sujet de la laïcité, au sujet des femmes, au sujet des autochtones. Il est écartelé entre le droit collectif et le droit individuel. Ce droit qui me trouble lorsque je ressens le désarroi identitaire de l'une de mes élèves, voilée. Dans ce travail de moine que j'ai entrepris, je ne veux te voir que d'ici, ne veux pas entendre parler de ce trou laissé là-bas, je ne suis plus là-bas, au Caire. Et pourtant,
me voici déjà me questionnant sur ton passé, luttant à mon tour pour ne pas y être aspiré. Intéressant. Juste entre parenthèses, si tu permets. Freur. Généralement, je fais attention au néologisme, vraiment, notamment les frères Goncourt. D'ailleurs, là, le célèbre prix Goncourt vient d'eux. Eux, j'ai essayé de les lire grâce au prix, mais malheureusement, j'ai du mal à les lire parce qu'il y a des néologismes partout. Mais sincèrement, quelle invention! C'est la contraction de deux mots, frère et sœur, ça a donné frère. Je trouve c'est beau, c'est poétique. Merci. Merci. Oui, j'allais le souligner aussi. Elle a fait exprès pour choisir au moins un extrait qui est présenté. Est-ce que je lis encore? Oui, je peux bien. Oui. OK, après ça, je lirai les petits extraits de Karine ensuite. D'accord. Allez-y. Alors, là, c'est Marie-Louise qui écrit dans ses notes. De retour de Charlevoix, j'emmène Julia, Nélia et Éléonore à la fête annuelle du village, appelée la fête du vieux marché. Dans la pénombre fraîche d'un chapiteau, au rythme de la musique d'un groupe qui perpétue la tradition des veillées québécoises d'antan, je sens la joie gonflée, prête à éclater. La bonne chanson est arrangée à la sauce western. Les jeux de cuillère et de talons scandent les méandres musicaux des violonneux. Le reel du pendu est devenu un classique. L'enthousiasme monte dans la petite foule devant la scène, chatouille les pieds de ces gens sérieux, assis. Tout à coup, plus capables de se contenir, ils sont debout, tapant des pieds rythmiquement, 3 par 3, 4 par 4, décrivant un seul grand cercle, frappant du talon aux airs de « Y a-tu de la bière ici ?» de « Avoye, ma petite jument » et de « Tout le monde est malheureux », retrouvant leur musique, leur histoire et le bonheur d'être ensemble. Je suis là, à sentir des vagues de plaisir me traverser, observatrice plantée entre deux univers, toujours un peu à l'extérieur de l'événement. Dans ce présent parfait, avec ses enfants dorés, un mari prince, un travail que j'aime dans une ville intéressante, un pays en pleine évolution et en paix, quel est l'intérêt de s'enfoncer dans le passé vertigineux? Y aurait-il un pont entre passé et présent, entre ce que j'étais et ce que je suis devenu? Une sorte de dénominateur commun, un grand PGCD, plus grand commun diviseur, quelque chose de subtil qui aurait toujours été là. Sur le coup, la pensée me fait un effet de gonflage. Je m'ébroue. Non, c'est impossible à trouver. La vérité est fuyante. Alors, elle écrit plus tard. Arménie, Québec. 2 territoires enclavés dans la différence des langues parlées à l'intérieur et à l'extérieur. Même lutte pour préserver langue et culture. C'est Clara, en fait, qui écrit. Tu n'aurais pas pu atterrir ailleurs. Je m'intéresse à la musique arménienne depuis que je te lis. J'ai découvert Songs from a World Apart, produit par Levon Minassian et Armand Amar. Le son du duduk arménien m'écorche le cœur. Il y a quelques semaines, nous avons assisté à un mariage dans la famille arménienne, comme on l'appelle. La fille d'Aren, le plus jeune de tes cousins, épousait un Québécois. Le mariage a été célébré dans une église arménienne, prêtre avec grande coiffe, chant magnifique. Aren a ri en m'apprenant un mot arménien. Odar. Ma fille se marie avec un Odar, m'a-t-il dit. Quelque chose m'a fait penser au grand portrait de Mesrop dans l'escalier de votre maison de Montréal. Quelque chose dans ses yeux. Je crois que je l'appellerai de la bonté. Il faut dire que le coco à présent chauve de ton cousin est semblable à celui de votre énigmatique grand-père commun. Le prêtre a célébré le mariage dans les 3 langues, arménien, français et anglais. La réception a eu ensuite lieu dans une salle louée. Vers la fin de la fête, quelqu'un a demandé de la musique traditionnelle arménienne. L'un après l'autre, tout le monde s'est joint au long cordon de danseurs, bras étendus, se tenant par le petit doigt, le meneur faisant tournoyer un mouchoir dans l'air, un pas en avant, genoux pliés, un pas de côté et hop, on se baisse pour recommencer. Cette danse s'appelle Kochari. Le savais-tu, maman? Et moi, métissée, j'ai dansé à coups de talons et de mouchoirs tournoyants en me sentant vaguement coupable
de ne pas comprendre l'arménien, de ne pas connaître les danses traditionnelles. Voilà, merci. Quelques extraits encore de Karim, mais là, je vais les lire pour te ménager. Okay. On a toujours les personnages de la grosse Renette et son mari, c'est le moustachu. Ça, c'est le barbichu. Ah, le barbichu. C'est le couple qui vit sur la ferme où s'est réfugié le jeune Sol après que son grand-père ait été emprisonné. C'est ça? Et tous les personnages ont tous les noms de Sol, femme, Mila. Et c'est c'est toujours musical. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait des extraits de Vadia qui parlait beaucoup de musique. Ça m'a frappé. Et c'est deux genres de musique très différents, parce que toi, c'est comme toutes des petites pièces de musique, alors que Karim, ça m'a fait penser à la musique minimaliste. Tu sais, ça revient, ça se modifie, et c'est un flot continu. C'est deux musiques complètement d'une structure différente. Alors, on retrouve la grosse Renette. J'ai demandé à la grosse Renette si elle et son mari étaient des bourgeois. Elle m'a répondu qu'ils étaient des importés. Dingue. Je lui ai demandé de préciser ce mot. Elle m'a dit que le président du pays des soldats les avait sollicités pour venir travailler dans notre pays blessé et plein de trous, car ils avaient besoin de bras pas chers pour fabriquer des routes et faire pousser des oranges, et pour sortir du ventre de la terre l'or et le pétrole, pour que les capitaines des bateaux les vendent partout dans les villes du monde et de l'univers. Je lui ai demandé pourquoi on n'avait pas occupé les bras de Moustachu, car il y en avait partout, et elle m'a dit que les soldats n'aimaient pas nos bras à cause qu'ils étaient trop flemmards, et c'est pour ça qu'ils avaient préféré les importer, à qui ils avaient donné des cartes d'identité et non des cartes d'immatriculation. Dingue. Je lui ai demandé c'est quoi la différence entre les deux cartes. Elle m'a répondu qu'il y avait plusieurs catégories de citoyens. Il y a la première classe, composée de ceux qui n'étaient pas là au départ et qui ont pris la terre de ceux qui étaient là depuis toujours, et la basse classe de ceux qui ont toujours été là et qui ont été dépossédés de tout. Il y a des analogies à faire. Hein? Ta langue, elle est très poétique, philosophique et musicale. La langue de Sol. Hein? La langue de Sol, oui. Mais alors, Sol, il est avec Fa, et Fa, c'est... Des fois, je me mélange entre Fa, c'est une infirmière. Pas l'infirmière. C'est l'infirmière, Fa? L'infirmière, ok. C'est le danseur, le prof de danseur. Si, c'est le prof oui, de musique, le danseur. Ok, alors on va parler de Sol et Fa. La civilisation, m'a expliqué Fa, consiste à diffuser de la lumière sur des têtes qui vivent dans l'obscurité. Je lui ai dit que la lumière ne suffit pas pour éclairer le cerveau, car le cerveau se cache dans le crâne, et le crâne est dur à ouvrir avec un rasoir, donc difficile à traverser par un simple rayon de torche électrique. Elle a approuvé et m'a appris qu'allumer un lampadaire le jour n'a pas de sens, car c'est toujours le soleil chez nous, et que dans le pays d'origine des soldats tard venus, il fait toujours gris. Je lui ai dit qu'elle aussi avait raison, car, comme me l'a dit mon papy, trop de lumière aveugle et l'absence de soleil nuit à la santé du cerveau. Fa m'a alors proposé de tricoter avec elle des objets, car, elle a ajouté, quand les fils de la tête sont entremêlés, il n'y a pas meilleure thérapie que de les démêler avec les mains qui tricotent. Mais le mot thérapie sorti de la bouche de ma maman provisoire m'a chagrinée, car ça supposait que j'étais malade du cœur et que j'avais besoin d'un traitement de tête. Mon petit cœur était trop profond pour ne pas avoir le vertige, et j'ai trébuché, et l'infirmière m'a rattrapé et fait boire une aspirine. Elle m'a demandé si j'avais de la famille dans le camp. Je lui ai dit que j'avais une maman provisoire. Elle m'a répondu que c'était déjà pas mal, car en guerre, tout est provisoire. La vie, les plaisirs, les chagrins, les amours, les souffrances, et tout, et tout. Ces mots m'ont consolé un peu, mais je ne pouvais pas vérifier si ce qu'elle disait était vraiment vrai.
Elle m'a avoué qu'elle était mal dans le camp, car le gardien de son cerveau la réveillait la nuit et lui demandait des comptes alors qu'elle avait les comptes vides, car les tiroirs de son cœur étaient gelés à cause du froid noir de la guerre d'Inde. Tout le monde dans le camp commençait à s'énerver à cause qu'on manquait de tout, d'eau, de pain, de lait en poudre, de dignité et de liberté. Ah, il y a une autre scène que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas lue, hein, celle du photographe. Quand il a été réquisitionné comme enfant soldat, hein, il a été comme enlevé, c'est ça? Dans le camp d'internement. Oui, il est dans un camp d'internement et puis il a un beau petit costume et il y a un photographe qui vient. Le photographe me trouvait trop marcassin, top modèle, et il m'a demandé de me rouler dans la boue et de me frotter le visage avec les feuilles, car pour que je sois un vrai scout révolutionnaire, il fallait que la caméra capte mes odeurs de forêt et de sueur, et je lui ai dit que c'était facile ça, car les arbres, les animaux, la poussière et la pierre de la montagne me connaissaient, et je me suis teint la face avec de l'argile mouillée, et Œil de Rapace, ravi, m'a comparé aux anciens habitants, tout tatoués du pays de l'ours blanc, qui jouaient aux flèches et scalpaient ceux qui n'étaient pas comme eux. J'étais content, car ça faisait du bien à la cabane de mon petit cœur de recevoir des compliments de quelqu'un plus vieux que moi et qui avait une casquette chargée de grades. La langue, c'est tellement, tout est tellement poétique. Il y a c'est les larmes. Tu parlais l'autre jour au lancement tu as un talent pour la métaphore. Et comment deux extraits qui parlent des larmes, mais écoutez ça. Là a posé ses mains sur mes épaules et j'ai aperçu dans le reflet de la vitre ses yeux pleins de brouillard et j'ai su ce jour-là que le brouillard des yeux était contagieux et je me suis retournée et là a joué avec les boucles de ma chevelure de lionceau et j'ai perdu la voix lorsqu'elle m'a dit que le jour du départ était arrivé. Puis elle a fermé sa valise et j'ai porté le panier de mon frère provisoire jusqu'au taxi qui attendait près du bâtiment où habitait Œil de Rapace. Plus loin, le livreur et sa grosse rainette m'ont posé des questions sérieuses qui se sont retrouvées dans la cabane de mon petit cœur sur mon papa et ma maman et je leur ai répondu, comme me l'avait dit mon papy, que toutes les mamans et tous les papas gentils du monde sont mes parents. Ma réponse a crispé leurs lèvres pendant un moment à cause qu'ils ne savaient pas quoi en penser. Puis une vapeur est née dans leurs yeux et leurs doigts ont envahi ma tête et mon cou et leurs câlins ont fait du bien à ma peau et à mon cerveau. J'en ai un dernier pour montrer encore la poésie de cette écriture. Si m'a dit que j'avais tort de ne pas aimer le désert, car le plus grand silence du monde se trouve là-bas, et la nuit, les étoiles deviennent des bouquets géants et gratuits qu'offre le ciel aux nomades, et je lui ai dit qu'il avait peut-être raison, car là-bas, les Kalash ne feraient pas leur ta-ta-ta-ta à cause qu'ils auraient honte de déranger les lézards et les oasis où coulent des rivières de nectar. Les Kalash, c'est les arbres. Voilà. On va prendre vos questions. J'espère qu'on vous en a lu assez pour que ça vous inspire toutes sortes plein de questions. Juste, j'aimerais dire quelque chose par rapport à l'histoire du pêcheur et le gobelet d'or. Il y a une histoire parallèle chez nous en Kabylie, très proche, parce que dans son livre, la narratrice raconte l'histoire du gobelet du pêcheur. Si tu peux nous raconter cette histoire, en attendant une question. Oui, il y a des contes comme ça un peu partout. C'est un pêcheur, un pauvre pêcheur en fait, et qui attrape un poisson, et le poisson lui parle, et finalement, il a pitié du poisson, et il le remet à l'eau. Et le poisson, extrêmement reconnaissant, lui dit « Je te revaudrai ça ». Et à partir de ce moment, le pêcheur, lorsqu'il avait besoin, allait à l'eau
prenait un peu d'eau, renversait l'eau, et c'était des pièces d'or qui tombaient de son gobelet. Donc c'est un conte écologiste avant l'heure. On doit tout ça aux peuples anciens. C'est ça qui est touchant. La variante on va dire, du conte de Kavin, c'est l'histoire d'un pêcheur qui vit seul, n'a pas de famille. Il va aller pêcher chaque jour 2 poissons. Le premier poisson, il va le manger, le deuxième, il va le vendre pour s'acheter du pain. Donc il va faire son repas quotidien, un poisson et une baguette. Une fois, il a vu un poisson qui dégage de la lumière. Donc il l'attrape, donc il est vide à l'intérieur du poisson, il trouve un gobelet d'or. Et donc lorsqu'il a lavé le gobelet, il lave le gobelet, avec l'eau se transforme en or. Donc vraiment, je me suis posé la question lorsque j'ai lu ce passage, je me dis, il y a des parallèles intéressants à faire. Mais il y en a plein, hein? Ah oui, il y a beaucoup de parallèles, la musique, beaucoup de choses. Ouais. Ah oui, oui.